2 ou peut-être 3 mois passèrent. J'avais souvent sous les yeux l'ordonnance pour le 10 milligrammes, celle qui devait me conduire à l'arrêt. J'avais aussi la page A4 avec le numéro des 3 escortes, et je ne faisais rien, hormis regarder la télévision. Je l'allumais dès la fin de ma petite promenade, un peu après midi, et en définitive, je ne l'éteignais jamais. Il y avait un dispositif écologique d'économie d'énergie qui obligeait toutes les heures à appuyer sur la touche OK. Et j'appuyais donc toutes les heures, jusqu'à ce que le sommeil m'apporte une délivrance temporaire. Je la rallumais un peu après 8 heures. Les débats de politique matin m'aidaient indiscutablement à me laver. Au vrai, je ne pouvais prétendre en avoir une compréhension parfaite. Je confondais constamment la République en marche et la France insoumise. De fait, ça se ressemblait un peu. Les deux appellations avaient en commun de dégager une impression d'énergie presque insupportable. Mais c'était cela justement qui m'aidait. Au lieu d'attaquer directement la bouteille de Grand Marnier, je passais le gant savonneux sur mon corps et bientôt j'étais paré pour ma petite promenade. Le reste des programmes était plus indistinct. Je m'enivrais lentement, zappant avec modération, avec l'impression dominante de passer d'une émission culinaire à l'autre. Les émissions culinaires s'étaient multipliées dans des proportions considérables, alors que l'érotisme, dans le même temps, disparaissait de la plupart des chaînes. La France, et peut-être l'Occident tout entier, étaient sans doute en train de régresser au stade oral, pour le dire dans les termes du guignol autrichien. Je suivais la même voie. C'était indubitable. Je grossissais doucement et l'alternative sexuelle ne se présentait même plus clairement à mes yeux. J'étais loin d'être le seul dans ce cas. Il demeurait sans doute encore des queutards et des baiseuses, mais c'était devenu un hobby minoritaire et particulier, réservé à une élite à laquelle je m'en souviens brièvement un matin au Jules, et ce fut sans doute la dernière fois que je repensais à elle, avait appartenu Yuzu. Nous étions en quelque sorte revenus au XVIIIe siècle, où le libertinage était réservé à une aristocratie composite, mélange de la naissance, de la fortune et de la beauté. Il y avait peut-être aussi les jeunes, enfin certains jeunes, appartenant de par leur simple jeunesse à l'aristocratie de la beauté, et qui y croyaient peut-être encore pour quelques années, entre 2 et 5, certainement moins de 10. Nous étions début juin, et en allant chaque matin au café, je devais bien me rendre à l'évidence. Les jeunes filles n'étaient nullement en cause. Les jeunes filles étaient toujours là, alors que les trentenaires et les quadragénaires avaient plus que largement renoncé. Que la parisienne, chic et sexy, n'était plus qu'un mythe sans consistance. Enfin, au milieu de la disparition de la libido occidentale, les jeunes filles, obéissant, j'imagine, à une irrépressible impulsion hormonale, continuaient de rappeler à l'homme la nécessité de reproduire l'espèce. On ne pouvait objectivement s'en prendre à elles. Elles croisaient les jambes au moment opportun lorsqu'elles étaient attablées au Jules, à quelques mètres de moi. Parfois même, elles se livraient à de délicieuses simagrées, léchant leurs doigts au moment de déguster un cornet pistache vanille. Enfin, elles faisaient plus qu'honnêtement leur travail d'érotisation de la vie. Elles étaient là. Mais c'est moi qui n'étais plus là, ni pour elles, ni pour personne, et qui n'envisageais plus de l'être. En début de soirée, à peu près à l'heure de question pour un champion, j'étais traversé par de douloureux moments d'auto-apitoiement. Je repensais alors au docteur Azote. Cet homme se comportait-il de la même manière avec tous ses patients? Je ne le savais pas, mais si oui, c'était un saint. Et aussi, je repensais à Émeric. Mais les choses avaient changé. J'avais bel et bien vieilli. Je n'allais pas inviter le docteur Azote chez moi pour écouter des disques. Aucune amitié ne naîtrait entre nous. Le temps des relations humaines était révolu. Pour moi, en tout cas. J'étais donc dans cet état stabilisé, encore que morose, lorsque la réceptionniste m'annonça une bien mauvaise nouvelle. C'était un lundi matin et je m'apprêtais comme chaque jour à prendre la direction du Haut-Jules. J'étais guilleret, avec même une certaine satisfaction à l'idée d'entamer une nouvelle semaine, lorsque la réceptionniste m'arrêta par un monsieur discret. Elle souhaitait m'informer, elle devait m'informer, c'était son triste devoir de m'informer, que l'hôtel allait prochainement passer en 100% non-fumeur. C'était les nouvelles normes, me dit-elle. La décision avait été prise au niveau du groupe. Il n'avait aucun moyen de s'y soustraire. C'était ennuyeux, lui dis-je. Il allait falloir que j'achète un appartement. Même si j'achetais le premier que je visitais, ça allait prendre du temps en formalité. Il y a tout un tas de diagnostics maintenant, performance énergétique, gaz à effet de serre ou je ne sais quoi. Enfin, ça prend des mois, 2 ou 3 au minimum,
avant qu'on puisse réellement emménager. Elle me regardait avec perplexité, comme si elle n'avait pas bien compris, avant de se faire confirmer. J'allais acheter un appartement parce que je ne pouvais pas rester à l'hôtel. C'était bien ça? J'en étais là? Eh bien oui, j'en étais là. Qu'est-ce que je pouvais lui dire d'autre? Il y a des moments où la pudeur cède parce qu'on n'a simplement plus les moyens de la maintenir. J'en étais là. Elle me regardait droit dans les yeux, je lisais la compassion qui montait sur son visage, qui déformait peu à peu ses traits. J'espérais juste qu'elle n'allait pas se mettre à pleurer. C'était une gentille fille, j'en avais la certitude. Je suis sûr que son mec était heureux, mais qu'est-ce qu'elle y pouvait? Qu'est-ce que nous pouvons, tous autant que nous sommes, à quoi que ce soit? Elle allait en parler à son supérieur, me dit-elle. Elle allait lui en parler ce matin même. Elle était sûre qu'on allait pouvoir trouver une solution. Je lui fis un grand sourire en partant, un sourire tout à fait sincère en tant que signe amical, mais qui voulait en même temps communiquer une impression d'optimisme héroïque. Ça va aller, je vais m'en sortir. Franchement malhonnête. Ça n'allait pas aller, je n'allais pas m'en sortir et je le savais bien. J'étais en train de regarder Gérard Depardieu s'émerveiller devant la fabrication de saucisses artisanales dans les Pouilles lorsque le supérieur en question me rappela. Son physique me surprit. Il ressemblait à Bernard Kouchner, ou disons plus généralement à un médecin humanitaire, bien davantage qu'à un gérant d'hôtel Mercure. Je ne comprenais pas comment ses fonctions quotidiennes avaient pu créer ces rides d'expression, ce bronzage. Il devait faire des treks de survie en milieu hostile le week-end. C'était sans doute l'explication. Il m'a accueilli en allumant une gitane, m'en offrit une. Audrey m'a expliqué votre situation, commença-t-il. Ainsi, elle s'appelait Audrey. Il semblait gêné en ma présence, il avait du mal à me regarder dans les yeux. C'est normal, quand on a affaire à un homme condamné, on ne sait jamais comment s'y prendre. Enfin, les hommes ne savent jamais, les femmes parfois, rarement. On va s'arranger, poursuivit-il. Forcément, je vais avoir une inspection, mais pas tout de suite. À mon avis, dans 6 mois minimum, mais plutôt dans un an. Ça vous laisse le temps de trouver une solution. J'acquiesçai, lui confirmai que je serais parti au maximum dans 3 ou 4 mois. Voilà, c'était fini, nous n'avions plus rien à nous dire. Il m'avait aidé. Je le remerciai avant de quitter son bureau. Il m'affirma que ce n'était rien. C'était vraiment le moins qu'il puisse faire. Je sentis qu'il avait envie de se lancer dans une diatribe sur ces connards qui nous pourrissent la vie, mais finalement il se tut. Cette diatribe, sans doute, il l'avait déjà trop lancée, et il savait que ça ne servait à rien. Les connards étaient les plus forts. De mon côté, avant de franchir la porte, je m'excusai du dérangement, et au moment où je prononçais ces mots banals, je compris que c'était à cela, maintenant, qu'allait se résumer ma vie. M'excuser du dérangement. J'en étais donc au stade où l'animal vieillissant, meurtri et se sentant mortellement atteint se cherche un gîte pour y terminer sa vie. Les besoins d'ameublement sont alors limités. Un lit suffit. On sait qu'on n'aura plus guère à en sortir. Pas besoin de table, de canapé ni de fauteuil. Ce seraient des accessoires inutiles, des résurgences superflues, voire douloureuses, d'une vie sociale qui n'aura plus lieu. Une télévision est nécessaire, la télévision divertit. Tout cela m'orientait plutôt vers un studio, plutôt un grand studio, autant se donner un peu de mouvement si possible. La question du quartier s'avéra plus difficile. Je m'étais au fil du temps constitué un petit réseau de thérapeutes. À chacun était dévolue la surveillance de l'un de mes organes, afin d'éviter que je ne sois confronté, avant l'heure de ma mort effective, à des souffrances exagérées. La plupart consultaient dans le 5e arrondissement de Paris. J'étais resté fidèle pour ma dernière vie, ma vie médicale, ma vraie vie, au quartier de mes études, de ma jeunesse, de ma vie rêvée. Il était logique que je cherche à me rapprocher de mes thérapeutes, mes principaux interlocuteurs désormais. Ces déplacements jusqu'à leur cabinet ont été en quelque sorte aseptisés, rendus inoffensifs par la nature médicale. Habiter dans le même quartier aurait au contraire constitué, je m'en rendis compte dès le début de mes démarches immobilières, une erreur terrible. Le premier studio que je visitais, rue La Romiguière, était très agréable. Haut de plafond lumineux, il donnait sur une cour large et arborée. Le prix était bien entendu élevé, mais je pouvais peut-être me le permettre. Enfin, ce n'était pas si certain, mais quand même j'étais pratiquement résolu à conclure l'affaire, lorsqu'en débouchant dans la rue Lomont, je fus fauché par une vague de tristesse affreuse, accablante, qui me coupa le souffle. Je respirais avec difficulté, et mes jambes ne me portaient qu'à peine. Je dus me réfugier dans le premier café venu, ce qui n'arrangea rien, bien au contraire. Je reconnus immédiatement un des cafés que je fréquentais lors de mes études à l'agro. Sans doute même étais-je allé dans ce café avec Kate. L'intérieur avait à peine changé. Je commandai à manger une omelette aux pommes de terre et 3 lèvres m'aidèrent à me reprendre peu à peu. Oh oui,
L'Occident régressait au stade oral, et je comprenais qu'il le fasse. Je croyais être à peu près tiré d'affaire au moment où je quittais l'établissement, mais tout recommença dès que je débouchai dans la rue Mouffetard. Ce parcours se transformait en chemin de croix. Cette fois, c'était les images de Camille qui me revinrent. Sa joie enfantine au moment de faire le marché le dimanche matin, son émerveillement devant les asperges, les fromages, les légumes exotiques, les homards vivants, ma remontée vers le métro-mange me prit plus de 20 minutes. Je titubais comme un vieillard et je haletais de souffrance, de cette souffrance incompréhensible qui vient parfois au vieillard et qui n'est rien d'autre que le poids de la vie. Non, le 5e arrondissement était à exclure absolument. Ainsi entamai-je une descente progressive le long de la ligne 7, descente accompagnée par une baisse correspondante des prix, et me retrouvai avec une surprise au début du mois de juillet à visiter un studio avenue de la Sœur Rosalie, presque en face de l'hôtel Mercure. J'y renonçai au moment même où je pris conscience que je nourrissais, quelque part au fond de moi-même, le projet informulé de rester en contact avec Audrey. Mon Dieu, que l'espérance est difficile à vaincre, qu'elle est tenace et rusée. Tous les hommes sont-ils ainsi? Il me fallait descendre encore plus au sud, rejeter loin de moi tout espoir d'une vie possible. Je ne pouvais pas m'en sortir autrement, et c'est dans cet état d'esprit que j'entamai la visite des tours qui s'étendent entre la porte de Choisy et la porte d'Ivry. Je devais rechercher le vide, le blanc et le nu. L'environnement correspondait presque idéalement à cette quête. Habiter dans une de ces tours, c'était habiter nulle part. Pas tout à fait nulle part, disons dans le voisinage immédiat de nulle part. Le prix au mètre carré devenait par ailleurs, dans ces zones peuplées d'employés fort accessible. J'aurais pu, pour le budget prévu, y faire l'acquisition d'un 2, voire d'un 3 pièces. Mais en même temps, pour y loger qui? Toutes ces tours se ressemblaient et tous ces studios se ressemblaient aussi. Il me semble que je choisis le plus vide, le plus tranquille et le plus nu, dans une tour des plus anonymes. Là, au moins, j'étais sûr que mon aménagement passerait inaperçu, ne susciterait aucun commentaire, et mon décès pas davantage. Le voisinage, essentiellement composé de Chinois, m'assurait neutralité et politesse. La vue de mes fenêtres était inutilement étendue sur la banlieue sud. Dans le lointain, on distinguait Massy et probablement Corbeil-Essonnes. Cela était de peu d'importance car il y avait les volets roulants que je me proposais du lendemain de mon installation de chlore à jamais. Il y avait un vide-ordure, ce qui, je crois, m'a définitivement séduit. En utilisant le vide-ordure d'une part, et de l'autre le nouveau service de livraison de l'alimentaire mis en place par Amazon, je pouvais atteindre à une autonomie presque parfaite. Mon départ de l'hôtel Mercure fut curieusement un moment difficile, surtout à cause de la petite Audrey. Elle avait les larmes aux yeux. En même temps, qu'est-ce que je pouvais faire? Si elle ne supportait pas ça, elle ne pourrait jamais rien supporter dans la vie. Elle avait 25 ans à tout casser, mais quand même, il fallait qu'elle s'endurcisse. Du coup, je lui fis une bise, et puis deux, et puis quatre. Elle se lançait dans ses bises avec un réel abandon. Elle me serra même fugitivement dans ses bras, et puis tout fut dit. Mon taxi était arrivé à la porte de l'hôtel.